Bonjour à toutes et à tous. Comme Alice, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui avoir un format de matinée qui est sous une conférence qu'on va appeler conférence dialoguée avec Béatrice Langlois, que j'invite à nous rejoindre sur l'estrade. Béatrice. Et Magali Segretin. Voilà, donc c'est le format de cette matinée. Des questions vont être posées à Magali et à Béatrice. Elles auront la même question, mais elles vont répondre chacune de leurs casquettes. Quand on a préparé cet exercice avec Magali et Béatrice, elles nous ont dit c'est pas un exercice facile que vous nous proposez, parce qu'habituellement, on fait l'intervention, on a un support PowerPoint, et c'est vrai que ça soutient bien les propos. On leur a dit rassurez-vous, nous aussi, c'est la première fois qu'on fait ce truc-là. Donc voilà. Et puis hier, dans la salle, on a pu mesurer la bienveillance et l'attention du public. Donc soyez tranquilles avec ça. Je pense que personne ne cherchera à vous mettre en difficulté. Voilà. Donc, vous présentez Béatrice. Donc, Béatrice, vous êtes docteur en psychologie. Vous travaillez à Santé publique France, dans le département prévention promotion de la santé, ou la direction peut-être, direction prévention promotion de la santé. Vous avez été autrice de nombreux articles et d'ouvrages sur le développement des CPS. Et vous avez coordonné récemment le référentiel sur le développement des compétences psychosociales, donc un outil supplémentaire à destination des acteurs, qui vient réactualiser des référentiels qui existaient, donc enrichir, ça va enrichir nos pratiques, on va s'en saisir pour que on puisse travailler les compétences psychosociales dans cette optique-là. Magali, donc tu es responsable du pôle Sartre de l'IREPS Pays de Loire et tu as été dans une IREPS qui a été quand même pionnière dans les IREPS sur le développement des compétences psychosociales avec la mise à disposition d'un outil qui s'appelle le cartable des compétences, qui a été largement diffusé et utilisé. Vous avez aussi beaucoup contribué à la formation des acteurs autour de cette notion-là, et certains des collègues de l'IREP se sont formés chez vous. Voilà. Et puis tu as été longtemps responsable d'un programme qui est terminé maintenant, responsable régional, d'un programme régional, la santé à l'école, en santé à l'école, qui accordait une très large place aux compétences psychosociales. Donc c'est à ce titre-là que tu es là aujourd'hui. Et Béatrice, c'est au titre de référente experte sur les SPS à Santé publique France que tu es là aujourd'hui. Voilà. Donc une première question à vous deux, et je vais la poser en premier lieu à Magali. Là, je suis au courant. C'est vrai que ces dernières années, on a pu assister à un engouement, à vraiment un engouement autour du concept des CPS. Les acteurs sont très séduits sur cette question-là. Et de ton point de vue, avant de se lancer bille en tête dans l'action, quels sont les points sur lesquels il faudrait être attentif avant de tout de suite partir dans l'action ? D'accord. Alors effectivement, cet engouement, on l'a observé. Et comme on a plutôt une vingtaine d'années, parce que les premières actions, le premier programme qu'on a porté à l'IREPS Pays de la Loire a été implanté en 2001. Donc on intervenait dans les classes en co-animation. Et puis il y avait un programme expérimental juste avant qui a commencé en 1999 pour commencer à implanter des actions sur la durée avec les enfants. Alors il y avait peut-être déjà un engouement, mais il était à l'échelle des individus qui nous rencontraient et qui disaient « Ah, c'est vachement bien en fait ce que vous faites là dans les classes » et qui en parlaient à l'enseignant d'à côté et qui du coup faisait appel à nous sans trop savoir ce que c'était. Et puis sur 20 ans, on a vu l'inflation effectivement peut-être des demandes et de l'offre dans nos centres de ressources. Il y a 20 ans, on n'avait pas forcément beaucoup d'outils sur lesquels s'appuyer. Donc c'est pour ça qu'on est d'ailleurs allé regarder un peu ce qui se passait à l'extérieur. C'est la petite histoire qu'il y a derrière le cartable, sur lequel je ne vais pas revenir maintenant. Et puis, depuis quelques années, cet engouement-là, avec beaucoup de demandes sur le sujet, sur les projets, presque exclusivement ce thème-là, des demandes lycée, collège, dans le milieu scolaire, école primaire, mais dans les autres structures. Donc, je vais beaucoup parler de ce qui se passe peut-être dans le champ scolaire et hors scolaire,
Mais ce que je dis là est valable aussi pour les autres milieux avec lesquels on travaille, donc le médico-social ou je pense à tout le réseau PJJ et des structures affiliées. Donc avec un engouement sur le sujet, des demandes de formation qui n'ont cesse d'augmenter sur ce sujet-là aussi, et donc une offre documentaire qui nous a beaucoup aussi questionné dans les centres de documentation. Tout d'un coup, on a vu cette inflation faire. Alors face à cet engouement, c'est quoi notre première action? C'est de se dire, mais pourquoi un tel engouement? Donc peut-être vous avez entendu parler de Marie-Odile Williamson qui a du coup coordonné le cartable, et on s'est souvent posé la question. Et puis on s'est posé la question avec les équipes qui coordonnaient les différents programmes, dont Audrey Papagio qui est là aussi et qui pourra témoigner de ça. On s'est dit, c'est que ça rencontre déjà une préoccupation. Donc sans doute que l'offre, et peut-être Béatrice, tu en diras quelque chose, l'offre sur les CPS ou le travail sur les CPS semble répondre et porter des fruits et rencontrer des préoccupations. Mais du coup, quand je dis première réaction, pourquoi cet engouement, c'est que ça invite à questionner. Et donc dans la pratique, la première réaction, c'est plutôt de questionner cet engouement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet engouement ? Et qu'est-ce qui se cache avec la question qu'il y a encore derrière, mais c'est quoi les attentes? Qu'est-ce qu'on veut faire porter au travail sur les compétences psychosociales? C'est quoi les intentions des gens qui veulent travailler là-dessus? C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils en attendent de ce travail sur les compétences psychosociales? Et je pense à des situations de démarrage de projet ou de démarrage de formation ou de démarrage de rencontres avec des institutions comme par exemple l'Académie de Nantes qui est très investie sur le sujet aujourd'hui, en Pays de la Loire. La même question, elle est là. Celle-ci, la première, c'est est-ce qu'on s'entend bien sur le sujet là? Qu'est-ce que vous mettez derrière compétences psychosociales? Pourquoi vous voulez travailler là-dessus? Et qu'est-ce qu'on en attend? Et je pense à des équipes pour les avoir rencontrées aussi plusieurs fois, et peut-être que ça rejoint aussi les observations que font mes collègues. Cet engouement-là, on l'a senti dans les écoles, les collèges, les lycées. Alors, il n'y a pas que dans l'engouement, hein. Il y a de la résistance aussi, encore. C'est un premier point sur lequel peut-être je reviendrai dans la deuxième question. Surtout qu'on travaille à l'échelle d'équipe, mais quand même, quand un chef d'établissement veut développer un projet CPS, quand un inspecteur sur une circonscription veut travailler sur la CPS, mais pourquoi vous voulez travailler là-dessus? Qu'est-ce qu'on attend de ce projet ou des actions qu'on va mettre en place, par exemple, dans un établissement? Est-ce qu'on attend que, du coup, les jeunes à qui on va faire bénéficier des ateliers CPS plutôt formels, parce que nous, on est plutôt dans ce courant-là, en fait, c'est ça qui a nourri notre expérience, où on a toujours eu ce cap de la volonté d'implanter des ateliers CPS dans les classes, donc plutôt des ateliers formels. Tu diras quelques mots, je pense, Béatrice, sur ces ateliers formels. Eh bien, la première question, donc, alors j'insiste lourdement, mais c'est parce que peut-être c'est une question hyper importante sur laquelle on s'est rendu compte quelquefois qu'on n'insistait pas assez, en fait. Et qui est, qu'est-ce que vous voulez? Que travailler sur les CPS pour résoudre des problèmes qu'il y aurait en classe, parce que c'est un peu le bazar en classe. Alors je suis un peu, peut-être je redis des propos qu'on entend. Peut-être, qu'est-ce qu'on en attend du travail sur les CPS? Changer les attitudes éducatives des enseignantes parce qu'on estime que les pratiques pédagogiques ne sont pas assez en cohérence avec peut-être ce qu'on veut maintenant. Et là, ça nous fait clignotant. Attention, voyons ce que nous, en promotion de la santé, on n'est pas tout à fait sur ce cap-là. Et d'autres vont dire non, moi ce que j'attends de ce travail-là, c'est d'outiller les élèves pour qu'ils soient mieux dans leur basket, qu'ils soient mieux dans leurs apprentissages, qu'ils soient mieux avec les autres. Et là, on se dit, tiens, ça ne résonne pas pareil, les questions. Et donc, du coup, avec cette première question de questionner, la première réaction, c'est de rencontrer, comme on pourrait le faire sur n'importe quel projet, la première étape, c'est de penser le projet ensemble. Peut-être que c'est simplement une première étape de construction de projet qui va aider à implanter des ateliers sur lesquels peut-être Béatrice dira quelques mots sur qu'est-ce qui se passe avant. Donc effectivement, c'est pas aller trop vite, ne pas aller trop vite, prendre du recul et se demander si oui ou non, le travail sur les compétences psychosociales, ça va être la stratégie, même si on souhaite aller implanter des ateliers, est-ce que c'est le bon travail à faire là tout de suite maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre peut-être à faire? Et alors, pour illustrer ça,
je pense au programme en santé à l'école, sur lequel je reviendrai peut-être un peu plus tard dans la question 2. Je vous dirai en fait ce qui est l'enjeu de ce programme-là. C'est un programme qui s'est mené entre 2014 et 2019, comme tu le disais, avec un gros travail de partenariat avec l'Académie de Nantes. Donc un rapprochement pour institutionnaliser ou rentrer dans le cadre institutionnel des formations, notamment des enseignants, ou l'accompagnement des pratiques professionnelles d'enseignants ou d'équipes éducatives. Donc c'était principalement des enseignants. Mais ce que je vais vous raconter, ça peut se transférer à d'autres milieux, je pense. Et du coup, à l'occasion de ce programme-là, la première année, je me rappelle de la conclusion, ça a été 1 an pour faire connaissance. Et faire connaissance avec les équipes, avec les institutions, avec les élèves peut-être. Mais prendre le temps de faire connaissance. Et on a assumé cette conclusion-là dans le rapport, dans le bilan d'activité du programme en santé à l'école. Ça avait servi à ça. Et on a rencontré, ça s'est traduit par des rencontres que j'ai menées, et notamment avec Audrey qui est là et qui pourrait aussi témoigner de ça. On est allé rencontrer les représentants des directions académiques. Donc comme on travaillait avec le premier degré, c'était plutôt alors d'une part le doyen du premier degré et les inspecteurs adjoints à la direction académique et qui étaient chargés du premier degré. Et là, il y a eu des discussions pour dire à qui va bénéficier le programme. Et quand je dis prendre du recul et pas aller trop vite, c'est jusqu'à se donner la possibilité de dire non, on n'ira pas dans cette école-là, ou oui, on ira. Mais on essaie d'analyser ce qui se passe, pourquoi on veut aller dans ce milieu-là, par exemple, pourquoi on voudrait installer une formation sur telle circonscription au bénéfice de tel enseignant, surtout quand les équipes éducatives, peut-être elles ont un engouement, mais dans les équipes, il n'y a pas que de l'engouement. Donc il faut peut-être s'assurer que les gens adhèrent complètement. Et pour adhérer, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut avoir du temps, il faut se rencontrer, il faut peut-être participer à des sensibilisations, ça pourrait être un premier pas. Et ça nous a fait avoir des discussions intéressantes avec l'institution, jusqu'à dire « Ah non, on avait pensé que telle école, dans telle circonscription, pourrait bénéficier de telle formation. » Et là, on a dit « Ah non, c'est pas ça qu'il y a à faire. » Alors pourquoi en particulier ? Parce que sur le champ, en particulier du milieu scolaire, mais pas que, le travail sur les CPS rejoint des préoccupations qui ne sont peut-être pas centrées que sur la santé ou avec le cap santé, mais sur des questions de climat scolaire. Donc on a vu beaucoup ça, et ce qui fait que des équipes se sont embarquées pour essayer, à travers le sujet des CPS, travailler, améliorer la question du climat scolaire. Et du coup, sur la question du climat scolaire, mais finalement c'est la même chose en promotion de la santé, il y a plein de manières d'agir. Et peut-être que le travail sur les CPS n'est pas forcément adapté quand il y a peut-être un travail d'équipe, de travail de communication à faire dans l'équipe, de fluidification, parce qu'il y a des gestions de conflits dans les équipes. Alors là, on se dit, nous, ça nous fait des grosses alertes dans les équipes en disant « Non, on ne va peut-être pas aller dans cette école-là, parce que ce n'est pas ça qu'il y a à faire en premier. » Peut-être ça s'appelle simplement essayer de veiller à garantir une certaine qualité d'implantation et qu'au moins il y ait de l'adhésion, qu'il y ait quelqu'un qui soutienne « OK », et souvent, donc je m'arrête là, souvent l'engouement, sur ces dernières années, il est porté parfois par des responsables d'écoles ou d'établissements, mais les équipes derrière, il faut aller voir si cet engouement est si partagé que ça. Voilà, je finirai comme ça. Merci. Merci Magali. Tu as synthétisé ta réponse à la fin, merci. Béatrice, de votre point de vue, vous, les points sur lesquels il faut porter une attention avant de se lancer ? Oui, déjà, avant de commencer, déjà un grand merci pour cette journée, pour ce colloque, en présentiel en plus. Donc, ça fait plaisir de voir des visages connus, des visages moins connus. Et c'est chouette de pouvoir échanger. Alors, comme on l'a dit, le format est atypique, donc on se prête au jeu. Voilà, c'est nouveau pour nous. Moi, j'ai l'habitude de plus des interventions magistrales ou en cours, parce que je suis aussi enseignante. Donc voilà, c'est atypique, ça fait très politique. Hein. Ouais. Donc là je sais pas quel est le message qu'on veut faire passer, mais voilà. Donc un grand merci à l'IREPS, un grand merci à toute l'équipe d'avoir organisé ça et de nous avoir proposé d'intervenir, de présenter nos travaux, surtout à un moment clé. Je pense que il y a une synchronicité qui est intéressante. C'est que je pense que quand le colloque a été lancé, la stratégie nationale n'avait pas encore été lancée. Donc ça tombe de façon assez très bien. C'est assez chouette de voir ça.
Donc, avant de parler de l'engouement, je parle de l'engouement, puis je reviens un peu comment on en est arrivé à l'engouement, parce que c'est beau aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, quelques points quand même historiques. Déjà, où on en est aujourd'hui, je pense que c'est important de le savoir. Vous avez évoqué ce travail de synthèse. En fait, ce travail de synthèse s'inscrit dans une stratégie nationale, interministérielle. Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça. Donc c'est un gros portage politique qui a été annoncé lors des Assises de la santé mentale en septembre. Donc ça, c'est vraiment... c'est lié à un contexte particulier, je dirais à une réponse à une crise autour de la santé mentale, mais je dirais ça s'enracine dans quelque chose de beaucoup plus large, puisqu'on est en interministériel, donc notamment l'éducation nationale, l'agriculture, la protection générale, la PJJ, je vais en oublier, hein, mais le sport, et puis l'assurance maladie, la MILDECA, les régions par les ARS. Donc, on n'a jamais vu ça, donc un copil où on était 33, le premier copil. Donc, c'est assez impressionnant. Ça témoigne de l'engouement. Voilà, donc là, ça témoigne de l'engouement actuel et inattendu. Donc, je pense que voilà, il y a eu le séminaire, ça a été annoncé. Vous avez vu cette conclusion qui a été faite par la DGESCO et par le ministère de la Santé, avec aussi un objectif générationnel. Donc, tu parlais d'objectif. Quel est l'objectif? Donc là, c'est un objectif générationnel autour des CPS, c'est-à-dire que l'idée, l'objectif qui nous est fixé, c'est que tous les enfants puissent bénéficier d'une intervention et d'une formation CPS dans les 15 prochaines années. C'est-à-dire que du coup, on est une génération CPS à 15 ans. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille à l'INPES après Santé publique France. Et je n'ai jamais vu ça, à part pour le tabac, parce qu'on était une génération sans tabac. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est assez exceptionnel. Et en tout cas, sur une dimension développementale, une dimension en santé mentale et une dimension positive, c'est vraiment une première. Donc, cette stratégie est lancée. Ça va donner lieu à un grand nombre de livrables au niveau national. Donc, le premier livrable est un cadre théorique et scientifique avec l'idée justement de poser les bases théoriques, les bases scientifiques et d'avoir une définition commune, un cadre conceptuel commun, parce qu'il y a encore pas mal de représentations différentes autour des CPS. Et l'idée, c'était d'être à jour aussi. Donc, on nous a demandé de faire ça très rapidement et c'était vraiment chouette de voir toute l'actualité aussi scientifique et internationale sur la thématique. Donc ça, c'est le premier livrable. Et dans la continuité, on va avoir des supports beaucoup plus opérationnels qui vont s'inscrire dans le prolongement de ce travail théorique et scientifique avec l'idée d'accompagner donc, ce déploiement national qui, lui, va être porté par les différents ministères, les régions. Donc là, c'est en route. Voilà pour l'engouement. Quand même un point avant d'arriver à cet engouement. On a eu tout un processus. Cet engouement, il est assez récent en termes de consensus. Nous, on a cet engouement depuis des années, hein, mais je dirais il était assez minoritaire, il n'était pas forcément toujours bien compris dans une approche de santé publique plutôt orientée vers la prévention des problèmes de santé. Donc cette approche positive a gagné en puissance et les CPS, petit à petit, ont gagné aussi en solidité. On va y revenir. Donc j'en profite quand même pour saluer comment on en est arrivé là, tout le travail qui a été fait par les pionniers. Donc tu as cité Marie-Odile Williamson, je pense à Jacques Fortin aussi, il y en a pas mal, mais à Daniel Pelot, qui ont été à l'origine des premiers programmes et qui étaient, chaque fois que j'écoute Marie-Odile, c'est vrai qu'elle nous disait à quel point ce n'était pas compris et à quel point ça a été difficile quand même, cette approche, l'arrivée de cette approche. Donc un gros travail de pionnier, un gros travail de terrain ces dernières années qui est vraiment monté en puissance. Et puis au niveau national, nous,
quand même tout ce travail de synthèse de littérature qui a été réalisé et qui a permis aussi d'asseoir scientifiquement ces concepts, ces interventions. Hein. Un gros travail qui a été réalisé par la littérature, par des expérimentations et des évaluations que vous connaissez, donc PSFP, Brin d'Ami, Unplug, GBG ces dernières années. Mais derrière ça, voilà, je ne vais pas faire l'ancienne combattante, mais c'est des années pour qu'aujourd'hui, voilà, ça fasse consensus. Hein. On ne reviendra pas sur les premières années de PSFP, hein, mais voilà, c'était totalement incompris et en dissonance avec le milieu, et de voir que, voilà, quelques années là, maintenant, les gens, voilà, il y a toujours des questions qui sont posées, il y a toujours des choses à interroger, mais on voit bien que ça s'inscrit dans une demande, dans un besoin de réponse à une problématique, à des problématiques, et notamment, là, en l'occurrence, c'est autour de la santé mentale, du bien-être, du vivre ensemble et du climat scolaire, de la réussite éducative. Donc, c'était juste mon introduction sur l'engouement. Je peux continuer? Je vois. Ouais, en fait, Alors, est-ce que ce référentiel peut constituer un point d'accroche, un élément qu'il faut regarder avant de se lancer dans l'action? Ma question était quand même à quoi faut-il être voilà, donc vigilant oui, il y avait, désolée hein, pour cette petite entrée en matière. Je peux commenter le référentiel et dire combien il peut aider à prendre le temps pour actualiser ces notions et les conditions peut-être d'efficacité qui sont comme des points de vigilance, me semble-t-il, à avoir bien en tête quand on veut essayer d'implanter un travail sur les CPS. C'est juste pour te Merci Magali. Donc voilà, après j'en profite aussi pour donner les points d'actualité, parce que voilà, c'est un peu l'idée. Donc il y a ce référentiel qui est sorti en février, qui est la version courte, et en fait il y a la version longue, l'état des connaissances, qui sort là, qui va sortir d'un jour à l'autre, au mois de juin, et qui est de 150 pages et qui permet justement d'appréhender l'ensemble, c'est-à-dire la dimension aussi historique qui n'est pas la dimension évaluative, et de creuser et d'illustrer donc ces différentes CPS clés qui ont été identifiées. Donc oui, pour répondre, le point de vigilance, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas rester, là il y a un engouement de ne pas rester dans un effet de mode. L'idée, moi on me le dit tout le temps, ah oui, maintenant c'est à la mode, avec un petit coin pour les autres qui sont sur les autres thématiques. Et l'enjeu justement, c'est que ce ne soit pas un effet de mode, mais que ce soit bien ancré à la fois dans la réalité de la pratique et dans la réalité scientifique, et qu'on poursuive les buts. C'est-à-dire que l'idée est de transformer cet effet de mode en objectif de santé, et je dirais l'atteinte de ces objectifs de santé et éducatifs. On sait, je pense que ça a été rappelé hier, l'impact potentiel, c'est pour ça du coup là le point de vigilance, potentiel sur la santé, le bien-être, la réussite éducative et les déterminants. Donc les déterminants, l'empowerment, les relations sociales, les conduites à risque, les comportements favorables à la santé. Donc c'est énorme. Donc il y a un potentiel énorme. Donc d'où l'engouement, ce n'est pas juste un engouement abstrait sorti de nulle part, c'est justifié. En fait, après la question c'est comment réellement on arrive à transformer ça dans la pratique pour atteindre les objectifs, parce que les objectifs ne sont pas là pour être juste affichés, mais du coup pour être atteints. Alors du coup, on continue. Non. Oui, du coup, merci. Vous faites bien la transition avec la question suivante. Effectivement, cet engouement, on va essayer d'en faire quelque chose, en fait, que ça ne reste pas sur un effet de mode. Et les acteurs qu'on peut rencontrer sont, et Magali l'évoquait, ça peut faire partie des éléments de résistance, sont quelquefois un petit peu effrayés par le terme compétences psychosociales, parce que compétences, qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Psycho, qu'est-ce qu'on va aller chercher de rentrer dans cette boîte noire que l'on ne connaît pas? Social, le terme est peut-être un peu moins effrayant. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut aider ces acteurs-là à s'approprier ce concept? En tout cas, essayer de le rendre plus accessible. Il y a deux axes à avoir vraiment en tête
et qui vont permettre de nous orienter dans notre cheminement, je dirais collectivement et individuellement. L'enjeu va être, d'une part, d'acquérir un certain nombre de concepts. Ce n'est pas juste des savoirs dans ce référentiel, c'est vraiment d'être à l'aise avec les CPS dans leur définition opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend vraiment par CPS dans la définition théorique scientifique, et d'une part d'être à l'aise avec les programmes. Alors, ouais. Voilà. Donc, du coup, je passe vite puisque j'ai le droit qu'à une. Donc, je vais directement. L'enjeu, voilà, je dirais le référentiel répond à cette demande, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de CPS? Donc concrètement, vous aurez la réponse dans le référentiel. Et il y a eu une évolution, une grande évolution dans les concepts. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? Justement parce que la définition n'était pas figée et que c'est important d'être, je dirais, à jour. Derrière, il y a un enjeu énorme, c'est-à-dire selon comment on définit et comment on appréhende le concept, je dirais notre pratique va être totalement modifiée. Donc là, je vous présente la dernière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le dire qu'elle est là, c'est la dernière classification qui a été construite selon les bases de l'OMS, qui englobe les modèles théoriques actuels, qui englobe les classifications actuelles. Ce n'était pas prévu, mais je dirais, au regard du fait qu'il n'y a pas de consensus arrêté et qu'on est en cheminement, l'idée a été de faire cette proposition. Donc, premier axe de travail, c'est au niveau conceptuel. L'idée est vraiment d'ancrer sa pratique dans ces concepts et qui vont pouvoir se transformer en savoir-faire. Et l'idée, c'est vraiment d'articuler les deux. Il y a un véritable enjeu, c'est là où on parle d'intervention fondée sur les données probantes, avec un aspect très expérientiel que voilà, vous connaissez probablement dans vos pratiques, mais avec une articulation scientifique, non pas pour décorer, pas que pour justifier, mais pour aider à penser. Là, c'est vraiment aussi notre spécificité française d'avoir ce besoin d'avoir des concepts pour agir. Donc, on va agir sur ces deux plans-là. Et du coup, l'enjeu, justement, va être de pouvoir acquérir ces concepts et ces savoir-faire qui vont aussi aboutir, on va le voir, à ces savoir-être. Donc, comment, je dirais, la proposition qui est faite, comment on peut acquérir ces deux dimensions? Alors, on pense tout de suite facilement, on en parle tout le temps, à la dimension collective, c'est-à-dire avec des formations de qualité qui vont amener ces deux dimensions, la dimension théorique, scientifique et la dimension expérientielle, de l'analyse de pratique, de la supervision une fois qu'on est en route. On est dans un cheminement, c'est jamais arrêté. On voit bien qu'on touche à des choses très sensibles, très personnelles et très socialement connotées. Donc, du coup, on ne va pas se dire à un moment c'est fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de représentations. Moi, je vois au niveau des politiques, ils traitent. Quand on évoque des choses, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'on vient toucher? On vient toucher au fonctionnement humain, au fonctionnement intrapsychique, au fonctionnement relationnel clé. Donc là, il y a vraiment un enjeu collectif, mais la proposition qui est faite, c'est d'ouvrir. On est beaucoup passé, en effet, par des formations standards. Là, on est dans une stratégie de déploiement. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Donc, l'enjeu est vraiment d'ouvrir les possibles du développement. Et la proposition qui est faite aussi, c'est de pouvoir acquérir ces connaissances de différentes façons, avec une démarche aussi en autonomie. Ça va être la proposition? C'est la proposition qui est faite. Au niveau du savoir-faire et du savoir-être, l'enjeu va être vraiment d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que on parlait, moi, j'ai jamais aimé en tant que psychologue le terme de développement personnel qui était mal connoté, mais on va travailler sur notre développement des compétences psychosociales au niveau individuel. Comment, moi, j'arrive à m'approprier en profondeur ces savoir-faire et ces savoir-être pour qu'ils puissent maturer. Donc là, il y a tout un travail personnel, expérientiel à faire. Et l'enjeu, c'est que de plus en plus, les formations, les supports en ligne, les programmes en ligne puissent aussi mettre dans la boucle les professionnels, les adultes en position d'éducation. Il y a eu un moment, en tout cas, nous, comment c'est encore appréhendé, c'est que, on va faire des ateliers pour les enfants. Puis en fait, on se rend compte que si on travaille en profondeur, ce n'est pas pour les enfants, on est avec les enfants et nous-mêmes où on en est par rapport à nos CPS. Donc là, ça change tout.
Et vous voyez, au niveau de l'éducation, ça change tout. Donc, du coup, il y a vraiment ça à prendre acte de cette dimension particulière et d'articuler ces savoirs expérientiels en autonomie avec ces connaissances théoriques. Hein. Donc, c'est vraiment un enjeu d'articulation. Et voilà. Et la proposition, c'est qu'on avance tous dans ce cheminement-là, expérientiel et théorique, avec, donc, en autonomie et au niveau collectif. Et je dirais, voilà, les supports de SPF vont être pensés comme ça et ils vont rejoindre, je l'espère, toutes les propositions qui vont être faites par le terrain. Merci Béatrice. Magali, toi, de ton point de vue d'actrice de terrain, comment votre IREPS, elle accompagne les acteurs pour qu'ils soient plus à l'aise avec ce concept-là, qu'ils se l'approprient, puis qu'ils puissent en faire quelque chose. Parce qu'être à l'aise, c'est une chose, c'est qu'ils puissent le mobiliser dans... Pour sortir de l'effet de mode, comme tu disais Béatrice et comme tu disais Isabelle, et passer à un enjeu de pérenniser ça. Parce qu'il y a l'effet de mode, on veut aller travailler sur ce sujet-là. L'enjeu pour nous a été de s'assurer ou de tester des manières de faire pour s'assurer que, après notre passage, disons, les professionnels qu'on accompagne puissent être autonomes sur cette question-là, puissent s'approprier dans les notions, comme tu disais, que ça devienne des savoir-faire, donc de l'appropriation de méthodes, de techniques et de postures pour pouvoir être à même d'animer. Alors, je vais revenir sur les ateliers formels, parce que vous allez voir que même si, Béatrice, tu insistes à la fin sur l'aspect développement de ses propres compétences comme un ingrédient très important et une notion à s'approprier, nous, on s'est posé la question comment on allait faire. Alors peut-être je vais vous faire retour de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a conclu à travers le programme En santé à l'école, qui était l'enjeu en fait. Je vais m'appuyer sur une petite infographie qui est là, en fait, ici. Donc même si vous ne voyez pas toutes les marques, je vais les commenter. Quelques mots sur En santé à l'école pour que vous puissiez comprendre l'infographie qui est derrière, là, et qui est dans des documents. J'en ai quelques-uns, je vous dirai où est-ce que vous pouvez la retrouver, c'est facilement accessible. L'enjeu du programme en santé à l'école que tu as cité, c'était au fond de tester... Alors, on avait testé, nous, des formations. Depuis 2007, on déploie des formations dans la région, et dans lequel il y a des enseignants, mais pas que, différents milieux. Mais en 2015, l'ARS nous a sollicité pour dire vraiment le programme de co-animation en classe, c'est une manière de transférer des pratiques. Et ça a été dit hier par Rebecca, quelquefois il ne suffit pas de 10 séances. Alors nous, dans le programme initial, notre modalité historique d'intervention, c'était 6 à 10 séances, 1 an, et puis 6 à 10 séances, la deuxième année, et puis on prenait que les enseignants qui étaient prêts à faire ça, de l'intensif, et on y allait, on co-animait avec eux. Donc ça nous a permis de nous expertiser, et ce que vous avez dans le cartable, c'est au fond la nourriture de ce programme-là. Et donc, on s'est rendu compte que cette co-intervention, co-animation, cette modalité-là, elle permettait de s'approprier des notions. On a mené une petite enquête avec des enseignants qui avaient bénéficié de ce programme-là sur les 5 dernières années. Je ne sais plus la proportion, mais beaucoup disaient bah oui, ça nous aide. Alors ça ne suffit pas, quelquefois, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un professionnel, il faut avoir des bonnes conditions d'implantation pour aller animer un atelier, mais ça faisait transfert de compétences. Donc en santé à l'école, l'enjeu, ça a été de tester d'autres manières d'accompagner les pratiques professionnelles. Donc, il me semblait que c'était une manière de répondre à la question comment est-ce que les enseignants qui ont bénéficié de ce programme-là, puisque c'était principalement des enseignants, il y en avait à peu près 500, je vous donne à la louche les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils se sont appropriés les notions? Alors, a priori, oui. Quand ils bénéficient d'accompagnement de l'IREPS, c'était soit des stages de formation, soit qui mixaient parfois des équipes éducatives. Donc, formation, c'était au moins 2 jours. Rentrer dans le programme parfois institutionnalisé, c'est-à-dire avec dans le programme des formations de 18 heures en fait, que connaissent bien les enseignants, d'autres pas, parce qu'on ne travaillait pas qu'avec l'enseignement public. Vous savez, en Pays de la Loire, il y a moite-moite des élèves qui sont inscrits dans le privé et dans le public, donc du coup, nous, c'est tous les enfants qui nous intéressent.
Et il y avait donc de la formation, de l'accompagnement d'équipe un peu pas à pas, c'est-à-dire plus pas forcément sur la journée, et puis des formats à distance et en présentiel. On a testé tout ça. Il y a 200 enseignants à peu près qui ont répondu après à l'enquête pour dire est-ce que ça avait transféré. Globalement, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas l'objet là, dire globalement, il y a des choses qui passent, ils sont autonomes, ils implantent. Alors pas tous, la moitié, il faut être honnête, la moitié implantent des ateliers et plutôt sur la durée. Et puis d'autres, il y a d'autres effets sur ce que dit Béatrice, sur la posture. Mais ce n'est pas notre porte d'entrée directe. Et comment, surtout, ils s'approprient ces notions-là? C'est l'infographie qui est là. L'infographie, vous voyez, c'est comme un escalier. Ça dit surtout que pour s'approprier les notions, il faut y aller pas à pas. D'où le titre, pas à pas, la montée en compétences. Donc là, il y a eu un travail qu'a mené Audrey. Elle pourra vous en dire davantage après si vous la questionnez dans les questions sur comment on a mené une évaluation plus qualitative auprès de quelques enseignants. Donc c'est plutôt des tendances. Mais ce qui était impressionnant, c'est ce qu'on pressentait, se traduisait dans les verbatims des gens qu'on a interrogés pour dire, mais au fond, comment vous vous êtes approprié les choses? Qu'est-ce qui, dans le processus, vous a permis de vous approprier les notions? Donc, première chose, c'est la première marche. Et c'est la marche qui, si on ne la passe pas, on ne monte pas. En gros, c'est un peu ça, c'est la marche, vous voyez là, comprendre le sens. Donc là, je remets un paquet sur la question numéro 1, comment... Avant d'installer des choses, on rencontre les gens, peut-être c'est des séances de sensibilisation, et rien qu'en faisant ça, ça permet de lever peut-être des freins, ça encourage ceux qui sont motivés, mais du coup, on réagit sur les exigences en disant mais à quoi ça va nous impliquer, qu'est-ce que ça va impliquer, peut-être des changements de posture, bon, on discute ça. Et puis surtout, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière les compétences psychosociales, et du coup, on part avec ceux pour lesquels ça fait sens. La première marche, elle dit il faut que ça fasse sens pour les gens. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller travailler et former avec eux. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ce n'est pas si évident dans un contexte d'engouement. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la première marche. On veut y aller absolument. Et je vais encore insister parce que sur le programme en santé à l'école, et tu vas voir pourquoi, on s'est... vous allez voir pourquoi, mais je m'adresse à Isabelle en particulier qui pose la question en direct. On s'est rendu compte, il y a eu quelques enseignants qui ont bénéficié notamment de formations qui étaient plutôt, on va dire, prescrites, même si l'académie n'aimait pas utiliser ce mot-là, mais encouragées sur des circonscriptions comme ou encouragées à aller plutôt travailler avec une équipe. On s'est rendu compte que les effets, ils n'étaient clairement pas les mêmes entre ceux qui étaient très volontaires, qui avaient sauté la première marche, en fait, et ceux qui l'étaient moins. Donc, du coup, il vaut mieux prendre du temps pour aller rencontrer, à monter la première marche que d'aller sur la deuxième marche. Je m'arrête sur la deuxième marche. Je ne fais pas toutes les montées, en fait. Ça ne va pas faire 13 fois 5 minutes. La deuxième marche, elle est importante. Puis après, vous verrez les autres marches. La deuxième marche, elle dit que tous les professionnels qu'on accompagne disent ce qui est fondamental et ce qui permet de faire des déclics, c'est de vivre ce qu'on a appelé jusqu'ici les activités CPS, qu'on peut trouver quelquefois dans le cartable, un peu la partie activité. Mais pourquoi ces activités, elles sont intéressantes? Parce qu'elles permettent de rentrer, c'est une porte d'entrée dans l'expérience, et surtout de vivre l'expérience. Donc, de repérer les points de vigilance, l'animation qui va être nécessaire pour guider en fait, ce travail. Et surtout, ça va quelquefois faire des déclics. Donc, c'est peut-être ce qui se passe et notre manière d'aller jusqu'à travailler les postures éducatives. J'y reviendrai dans la question 3. Tu vois, je fais la transition, donc je reviendrai sur la marche 7 après. En tout cas, une manière de s'approprier, c'est de vivre. Donc ça passe par des temps en présentiel. Et l'expérience en distanciel, oui, c'est intéressant pour s'approprier des notions, des concepts. Quand on veut être dans un savoir-faire, il faut pouvoir vivre parce qu'on se rend compte un peu des choses qu'on va faire aux autres. Et parce que dans les contenus, je reprends mon pense-bête là, qui est dans le retour d'expérience de programme en santé à l'école, et j'arrête là. Effectivement, on aborde ce que tu dis, Béatrice, c'est-à-dire on revient sur des concepts, ça semble fondamental de maîtriser les concepts, d'où ça vient, cette histoire de compétences psychosociales, et de s'approprier des savoir-faire qui sont des méthodes et qui sont des techniques qu'on peut trouver dans différentes ressources. Et quand on a travaillé sur le cartable, on s'est beaucoup posé les questions, à l'époque, la 2007, si on mettait en ligne ou pas.
des ressources. Et notamment avec Marie-Odile, parce que je faisais partie de l'équipe des artisans derrière, en disant on le met ou on ne le met pas. Si on le met, c'est quand même vachement bien parce que c'est une porte d'entrée pour rentrer. Les activités, expérimenter quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait avoir les espaces de formation qui vont à côté. Donc on s'est beaucoup posé la question. On a dit on le met. Il n'existait pas forcément beaucoup de choses, donc c'était pour rendre accessible. Ça a sans doute participer à un certain plaidoyer, et plaidoyer, c'est la première marche. Maintenant, on a beaucoup moins de mal pour que les gens y comprennent le sens. Mais du coup, là, le plaidoyer, c'est plutôt pour les conditions nécessaires pour faire de la formation. Et comme disait Béatrice, vous l'avez entendu tout à l'heure dans ses ingrédients, formation de qualité. C'est ce que nous ont dit dans l'enquête, l'évaluation, les enseignants qui bénéficiaient de ces formations-là, c'est que ça suppose une certaine maîtrise des formateurs qu'animent ces formations-là, pour nous faire passer, pour être à l'aise avec les activités, guider, pour faire que ces activités, ce soient réellement des activités CPS, pas des activités où on s'arrête sur une première activité, on n'en fait rien. Et souvent dans les formations, on vient nous chercher pour dire « Oh là là, mais c'est bien, redites-nous comment on guide l'animation ». Parce que ça change un peu la posture et la maîtrise de la technique pour en faire un atelier CPS, elle n'est pas si évidente. Donc, pour s'approprier les notions, on rencontre les gens, on fait vivre les activités, et c'est déjà pas mal. Et c'est ce que font actuellement les formateurs relais qu'on forme dans l'Académie de Nantes. Il y a toute une équipe en fait, de professionnels de l'Académie de Nantes qui animent des stages CPS. Alors là, pareil, on s'est posé beaucoup de questions, parce que du coup, tout le bagage pour aller former des gens, alors qu'ils repéraient que les pratiques pédagogiques, les éthiques éducatives, elles n'étaient pas en cohérence, on s'est dit, il faut absolument que ces gens-là, ils bénéficient, ils prennent et qu'ils puissent vivre comme ils vont faire vivre à d'autres les activités et réfléchir sur les postures qui sont avec. Parce que quand vous faites vivre une activité, ça va vous faire des déclics sur « Ah oui, c'est pas possible de faire travailler sur les qualités et les forces si moi, je suis pas à l'aise avec ça. Si moi, j'ai pas fait l'exercice. » Et du coup, ça fait aller jusqu'à « Je suis peut-être pas tout à fait à l'aise avec ça, donc je vais pas faire ça. » Voilà, donc c'est ça aussi l'appropriation des notions, c'est l'appropriation du sentiment, du positionnement pour savoir si je suis en capacité ou pas de faire ce travail-là. Ça va, je réponds un peu. Très bien. Vous avez répondu à la question toutes les deux. Donc, Béatrice a une formation de qualité qui s'appuie sur les modèles théoriques actuels avec aussi une partie expérientielle. Magali, tu dis prendre le temps de la rencontre et vérifier que les personnes qui sont demandeuses, elles peuvent s'engager, que ça fait du sens pour elles. Et puis, tu reviens sur l'expérimentation. Tu insistais beaucoup. Et du coup, les activités CPS ne sont pas que des activités ludiques. Elles sont ludiques, mais pas que. Il y a tout le travail de conscientisation autour de ces activités-là qui va faire que les personnes vont progressivement comprendre et voir en quoi c'est utile pour elles. On peut faire des activités ludiques et participatives sans pour autant qu'elles participent au développement des CPS. Donc ça, c'est vraiment une nuance importante à faire. Donc je vais continuer mes questions. Magali, c'est encore à toi que je vais donner la parole. Enfin, je vais te donner la parole. C'est pareil, c'est notre expérience avec les acteurs de terrain. En fait, quand on leur explique la manière de pouvoir rentrer là-dedans, une fois qu'on a fait la rencontre, ces choses-là, qu'ils ont compris l'intérêt que ça pouvait représenter pour eux, nous, souvent, on leur propose 3 portes d'entrée. On leur dit, et effectivement, il y a la possibilité de mettre en place des ateliers formels. Vous pouvez aussi travailler sur quelque chose qui est un peu plus informel. Ou alors, vous pouvez aussi, dans un premier temps, si c'est votre porte d'entrée, travailler sur les conditions d'implantation, comment l'environnement il va être soutenant pour le développement de ces compétences. Et du coup, ça les rassure de savoir que peut-être qu'ils peuvent prendre une première porte, celle qui leur convient le mieux. Alors moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est plutôt sur les pratiques informelles et les questions sur l'environnement, parce que sur les pratiques formelles, il y a énormément de guides sur comment mettre en place des ateliers, donc c'est pas là-dessus que j'ai envie d'avoir votre réponse, parce qu'on a déjà beaucoup d'éléments, c'est comment on peut accompagner justement ces acteurs sur des pratiques informelles et puis comment ils peuvent mettre au travail les questions d'environnement dans lesquelles les publics qu'ils accompagnent vivent. Et donc c'est moi qui... C'est ça. Alors, pour répondre à cette question, je vais mettre l'accent sur 2 choses peut-être. La première, c'était cette histoire de cap d'atelier formel.
parce que peut-être c'est l'expérience qu'on a particulièrement à l'IRF Pays de la Loire, d'avoir ce cap d'aider à implanter des ateliers pour faciliter le travail de déploiement aussi à grande échelle de ce travail sur les CPS et de s'approprier un minimum de contenu, comme on l'a dit tout à l'heure, pour après aider d'autres à faire. Et actuellement, aujourd'hui, c'est pas nous, enfin, on continue à accompagner des équipes professionnelles, mais on accompagne des relais qui accompagnent les équipes professionnelles. Donc, il y a une histoire de synthèse, de l'appropriation. Quel cap on se donne pour aller permettre ça et facilement, dans des conditions minimales, on va dire. Et du coup, nous, on a gardé ce cap de on va aider les gens à installer des ateliers formels. Et en faisant ça, on se rend compte que c'est une manière de travailler les pratiques plutôt informelles ou de questionner l'environnement des équipes qui, du coup, accompagnent les enfants. Surtout dans des territoires où on va travailler avec les professionnels du milieu scolaire, hors milieu scolaire, parfois en associant les parents. Voilà, donc en réunissant déjà les gens sur un projet, donc faut qu'on se dise quel projet, et nous, on porte souvent la question comme projet d'implanter des ateliers formels. Rien qu'en faisant ça et en réunissant les gens autour de la table, on se pose des questions sur c'est qui on est, justement, quel cap on se donne, quelle exigence ça va demander, quelle place je peux avoir là-dedans. Et ça fait déjà se rencontrer et se questionner sur l'environnement et la qualité de l'environnement. Est-ce que c'est raccord avec ce qu'on veut? Et pour du coup compléter ça, sur l'infographie là, qui est toujours affichée, vous voyez la marche 7, c'est la marche qui correspond à la marche qu'on cherchait à minima dans le programme en santé à l'école, la capacité à animer seul des séances. Et peut-être le lien entre formel et informel, il se trouve là. C'est-à-dire que du coup, quand ils sont passés les 7 marches, les professionnels se sentent capables d'animer des séances. Mais des séances, ça veut dire quoi? Parfois au quotidien. Donc là, le lien avec pratique informelle, pratique au quotidien, on commence à le sentir là. Et puis d'autres, ils vont construire ce qu'on aime bien dans les ateliers formels, des progressions pédagogiques en respectant des objectifs qui sont associés à des compétences. Voilà. Alors quand on est capable d'animer une séance, sans doute on est capable d'animer plusieurs séances. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est la marche 7. Les gens, quand ils se forment, ils vont là-dessus, ils vont vers cette marche-là. Et ils disent surtout qu'à partir de la marche 3, c'est là la question des postures qui bouge. C'est-à-dire à partir du moment où on les invite dans des formations et on se dit le projet, ça va être que vous animiez des séances, vous appropriez l'approche expérientielle, eh bien la première chose qu'ils se disent sur qu'est-ce que ça vient bouger dans leur pratique, c'est justement leur posture. Marche 4, je fais ça un peu de tête, 4, 5 là, par là, ça vient questionner leur rapport avec les élèves, comment ils vont être dans des constructions plutôt positives avec les élèves. Et une autre marche autour des dispositifs, voilà, ça vient re-questionner les dispositifs qu'ils peuvent avoir en classe. Là, il me semble qu'on rejoint la question des pratiques informelles et de l'environnement, et tout ça par la porte d'entrée de questionnons-nous à partir des activités, parce que ce sont des activités éminemment qui font travailler sur le psychosocial, sur les compétences psychosociales. Donc même si on ne cherche pas à développer ça en direct, c'est-à-dire des attitudes éducatives, et que ce n'est pas notre but premier, qui vont être en cohérence avec les ateliers, eh ben, en passant par tout ce qu'on est censé s'approprier pour animer des ateliers, on vient re-questionner des postures. Voilà. Donc ça, c'est la manière de faire ou qu'on observe. Et avec des effets plutôt intéressants. Je pourrais vous donner des verbatims après d'enseignants qui disent, alors que le programme on était financé finalement pour aller animer, pour aller autonomiser les gens, pour installer des ateliers formels dans les classes, les verbatims, il y a des verbatims qui disent plutôt « mais waouh, ça a changé ma représentation des élèves ». Non, mais je vois bien, j'étais dans des mécanismes, j'avais tendance systématique, ça fait du lien avec ce que disait Rebecca, systématiquement, voilà, je monte sur le créneau, je suis un peu agressive, mais là, en fait, je me rends compte que c'est un regard, en faisant ça, ça intègre un regard positif quotidien. Donc là, il me semble qu'on est dans les pratiques informelles, alors que notre cap n'était pas celui-là. Donc ça vient bien bouger les pratiques formelles ou les attitudes éducatives. Et puis, dans le cadre des formations, on a des réflexions, ou dans le cadre des rencontres, des séances de rencontres, on a des réflexions sur, au fond,
L'exigence, parce que ça fait partie de nos exigences, de dire, quand on va animer un atelier, vous voyez bien les attitudes que ça suppose. Donc, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Qu'est-ce que ça suppose comme attitude? Rien qu'en faisant travailler les gens qui sont réunis autour de, est-ce que mes attitudes, les attitudes idéales, par exemple, pour animer des ateliers CPS, en les faisant travailler là-dessus, ça fait réfléchir sur ses propres attitudes. Et dernière chose, et peut-être je suis un peu longue, je pense là avec l'aide d'Audrey, on se rappelait hier soir d'un enseignant dont vous pouvez avoir un témoignage sur le site, là c'est sur Cartable. Le Cartable, on voit Sébastien et les CPS. Mais vous ne savez pas tous les coulisses qu'il y a derrière Sébastien. Donc, je peux vous en dire un mot parce que Sébastien, on le connaît bien. Sébastien, finalement, c'est un peu l'enseignant qu'on a suivi. Il représente l'enseignant qu'on a suivi depuis longtemps. Quand je dis depuis longtemps, c'est au moins 10 ans, 15 ans. Je regarde Audrey, peut-être c'est un peu ça. Voilà. Et du coup, qui est rentré sur le travail sur les CPS avec cette intention d'installer des ateliers, qui, en faisant ça, s'est posé la question « mais comment je pourrais faire au quotidien, en fait ?» Faire comme si les séances CPS, c'était mon quotidien. C'est ça qu'il... Et alors, il a fait ces déclics au fur et à mesure des espaces collectifs de formation dans lequel il pouvait s'investir. Et il a rebénéficié d'une... Pardon, je m'emballe, d'une formation dans le cadre de En Santé à l'école, alors qu'il avait été déjà formé. Et si vous regardez la vidéo, je terminerai là-dessus, quand vous voyez Sébastien, on n'a pas l'impression qu'il anime des ateliers compétences psychosociales. Sauf que c'est sa porte d'entrée, il commence à en animer. On voit surtout comment il fait avec les élèves au quotidien, dans ses dispositifs. Il ne parle pas trop du lien avec les parents, c'est peut-être un peu le manque, on pourrait dire qu'on a en Pays de la Loire. Quoique, il y a des démarches sur les territoires, mais allez voir Sébastien. Et quand on a dit le titre « Sébastien et les CPS », c'était pour donner à voir sur les pratiques informelles. Ça veut dire dans sa manière d'accueillir dès le matin les enfants, de gérer les conflits, leur demander d'aller corriger un exercice au tableau. Exactement, voilà. Oui, tu fais bien, des exemples. Des exemples comme ça, par exemple. Oui, tout à fait. De gérer, de faire le médiateur, d'accueillir, de faire en sorte que les gens se connaissent dans la classe. D'accord. Voilà. Ça va? Merci. Comme exemple? Très bien. Merci Magali. Et Béatrice, vous, de votre point de vue, comment est-ce qu'on peut accompagner ces acteurs à être plutôt dans les pratiques? D'abord, est-ce que vous avez la même vision des pratiques informelles? Du coup, je ne pars pas du même regard. Voilà. Et j'entends aussi que moi, je rebondis sur le fait qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Oui. Et on sait qu'un des facteurs d'efficacité, c'est l'adhésion. Il y a la dimension, on va le voir dans les critères qui sont dans notre tableau de synthèse. La question de l'implantation, elle avait été sous-estimée au niveau de la recherche internationale, puisqu'on était focalisé sur la valeur intrinsèque, l'effet intrinsèque de l'intervention. Mais dès qu'on est dans le réel, la question de l'implantation sort. Donc, je dirais, les Américains comme nous ont fait l'expérience de l'importance de l'implantation. Si on n'implante pas, il n'y a pas d'effet, par définition. Donc, ces critères d'implantation avec la notion d'adhésion et du coup de porte d'entrée. L'enjeu est d'enclencher quelque chose. Mais, comme ça a été dit, l'idée n'est pas juste d'enclencher, l'idée n'est pas juste de faire des ateliers sympas, de petites activités sympas. Ça aussi, ça a été des fois présenté comme ça. On l'a rappelé, un potentiel et des objectifs très ambitieux. Je ne sais pas si on se rend compte, le bien-être, la santé globale, la réussite éducative, si on atteint, je ne sais pas, on le dit comme ça, nous, dans nos schémas, si on atteint ces objectifs, mais on a une société qui est totalement différente. Donc, par contre, moi, en ce moment, je n'ai pas envie de vendre du rêve non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas avec c'est pas avec 3 petits ateliers, je le fais court, c'est une caricature, mais on fait des CPS, on est content, on fait 3 ateliers, puis de toute façon, vous en faites tous l'expérience. C'est pas comme ça qu'on va transformer notre régulation émotionnelle, notre gestion du stress, la communication positive, qui est ancrée en France, en plus, dans une communication à l'opposé. Donc, c'est des choses très profondes qui vont nécessiter, en effet, une adhésion, différentes portes d'entrée,
mais des choses en profondeur. Et c'est là où on ne vend pas du rêve, désolée. Je vais revenir sur ma diapo, sur une autre diapo, donc nos critères d'efficacité. Merci beaucoup. Hop, ouais, non, ça c'est les effets. Ouais. Voilà. Donc, la littérature aujourd'hui nous permet d'être vraiment en phase avec aussi notre vécu expérientiel. Donc, c'est vraiment chouette, ça se rencontre en ce moment. Ça n'aurait pas pu être fait, ce tableau-là, il y a même 10 ans. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment 40 ans de recherche interventionnelle qui nous permettent d'identifier les pratiques probantes, mais aussi les pratiques probantes en situation de déploiement. Donc là, c'est la rencontre entre les deux. L'effet intrinsèque de quelles sont les interventions qui marchent, donc là, dans une situation contrôlée, expérimentale, mais quelles sont les interventions qui marchent en situation réelle, au quotidien, en situation de déploiement. Et là, ces 3 dernières années, on a compilé les données, on arrive globalement à un consensus. Donc vous trouverez ce premier consensus synthétisé dans ce tableau qui va nous servir de grille d'analyse pour la suite des productions plus pratiques. Et donc, on a pu identifier 8 grands facteurs qui rejoignent ce qui a été dit, et en particulier 2 grands facteurs clés subdivisés. Donc, le premier, on voit qui est focalisé sur la nature de l'intervention. Donc là, je suis désolée, les interventions qui ont démontré une efficacité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais qui ont démontré leur efficacité, ont une structure particulière. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques formelles qui sont très structurées, qui renvoient à un certain nombre de critères. Donc, le critère dans la littérature aujourd'hui, c'est le critère SAFE pour une pratique séquencée, c'est-à-dire que ce sont des activités qui suivent un déroulé très structuré, actives, c'est-à-dire qu'on est sur une pédagogie très expérientielle, très active, on n'est pas dans du savoir descendant. On focalise, c'est-à-dire que F pour focaliser, on focalise sur les CPS clés, c'est-à-dire que à la fois, donc je reviens sur connaître l'ensemble des CPS pour soi-même, mais pouvoir faire expérimenter l'ensemble des CPS. Donc là, on a identifié 9 CPS clés, 21 sous-CPS, mais moi, on me pose toujours la question, on choisit lesquelles ? Ben, en fait, on ne les choisit pas, elles sont déjà là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en travailler une au détriment de l'autre, tout est emboîté, et plus on va creuser, plus moi je creuse, plus on voit que tout s'emboîte. On ne peut pas travailler d'un côté la conscience de soi et même de l'autre côté la régulation émotionnelle ou la communication positive. Et il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire qu'on commence avec l'ensemble et on monte en complexité. C'est un peu comme le langage. Moi, j'aime mieux, voilà, comme le langage, il n'y a pas d'âge, on ne va pas dire on va commencer d'apprendre le français en 6e. Donc là, la même chose, on commence avec l'ensemble des compétences, beaucoup plus simplement présentées et travaillées, et on monte sur ces 9 compétences clés. Donc là, c'est nécessaire d'avoir des ateliers formels, structurés. Il y a malgré tout, même s'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, il y a un enjeu encore sur les outils. Trouver les activités les plus pertinentes et celles qui sont les plus articulées avec ces CPS clés. Donc voilà, un petit rappel sur l'aspect formel. Et puis bien sûr, tu l'as dit Magali, le formel comme ça, on n'arrive pas avec une intervention qui tombe du ciel, puisqu'on touche à la dimension humaine et la dimension expérientielle, donc ça va passer par une appropriation. Donc on revient sur la personne, sur l'intervenant, sur le formateur. Est-ce que lui-même est à l'aise avec ses propres CPS? Et là, on parle d'effet modeling, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que les ateliers, c'est un temps très court, très très court de la vie de l'enfant. Donc l'enjeu est que l'enfant puisse bénéficier, être exposé, être en lien avec ces CPS-là au quotidien. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu vraiment sur les adultes en position d'éducation. Est-ce qu'ils peuvent exprimer, manifester, agir ces CPS? Et c'est comme ça, en fait, il ne faut pas se leurrer, c'est essentiellement comme ça que les enfants apprennent. Donc on peut faire les meilleurs ateliers, si vous faites le contraire 1 heure après ou s'ils sont exposés au contraire 1 heure après, ça va devenir très compliqué. D'où le lien tout de suite entre ce qui est expérimenté en atelier et l'environnement. Donc là, on parle de congruence sur l'environnement. Au niveau des pratiques informelles, il y a 2 grands axes. Il y a le milieu éducatif.
Ou là, on est en tant que professionnel. Est-ce que déjà en tant que professionnel, donc on parle beaucoup des pratiques informelles. On a encore un regard, oui, c'est bien d'avoir des activités. Mais moi, aujourd'hui, on le voit beaucoup par la littérature, quand on rédige. Qu'est-ce qui en est des interactions courantes? Qu'est-ce qui en est des routines? Donc, il y a les activités informelles, il y a la posture au quotidien, les interactions au quotidien, et il y a comment j'intègre les CPS dans mes pratiques courantes. Donc, ça nous fait 3 axes. Et on ne peut pas, en fait, c'est ça qui est compliqué et c'est ça à la fois qui est merveilleux, ça nous fait plein de portes d'entrée, mais en fait, l'important, à un moment, ça va être de couvrir l'ensemble. Et puis, il y a l'axe au niveau familial. Donc oui, on pense souvent, comme au programme PSFP, des ateliers. Donc oui, pareil, c'est important d'avoir des ateliers. L'atelier, c'est l'endroit où on va expérimenter dans des meilleures conditions. Mais on se rend compte, surtout en France aussi, sur certaines compétences, on est en difficulté, comme la communication positive. Donc, parce que culturellement, ce n'est pas porté, ça va être important qu'il y ait des prolongements. Donc, comment on soutient les adultes? Par différents supports, par différentes interactions. Et comment aussi, moi après j'observe beaucoup au quotidien, comment nos interactions au quotidien, les adultes, les parents sont tout le temps là. Donc comment le professionnel au quotidien interagit et associe les parents en lien avec les CPS. Voilà. Il y a toute cette articulation-là, et du coup, vraiment d'avoir un environnement qui soit le plus congruent possible. C'est pour ça que là, on touche à des choses très, très sensibles. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais là, on sent, et c'est étonnant parce qu'il y a 5 ans, ce ne serait pas passé, quoi. C'est de mettre, paradoxalement, on vise l'enfant, on vise la nouvelle génération, mais on met l'adulte au cœur, l'adulte en position d'éducation, au cœur de la stratégie. Et c'est aussi lié probablement au contexte dans lequel on vit, où on sent bien que si l'adulte est fragilisé, du coup, ça peut pas se faire au niveau de l'enfant. Merci Béatrice. En tout cas, merci pour ce rappel sur les facteurs communs d'implantation et de développement d'ateliers formels, parce que sans ateliers formels, les pratiques informelles sont difficiles à mettre en œuvre, parce qu'il faut que les acteurs aient pu les vivre, ces pratiques, à travers des ateliers formels. Peut-être vous concluez sur la place des familles. Hier, notre dessinateur nous avait fait un dessin plutôt sympa. Il nous montrait une école avec deux intitulés d'entrée. Il y avait l'entrée pour les enfants, où là, il y avait une porte ouverte, et puis il y avait les parents, mais il n'y avait pas de porte. Donc le gros travail à faire encore aujourd'hui est sans doute aussi ce travail d'aller vers là où sont les familles et pas où on souhaiterait qu'elles viennent. Enfin, il y a tout ce travail-là sans doute encore à faire, parce que ils sont des acteurs éducatifs, ces parents, et si on veut que ça transpire dans tous les milieux où passe l'enfant. L'enfant n'est pas que posé à l'école, ou que posé au centre social, ou que posé dans sa famille. Il faut que l'ensemble de ces acteurs-là... On va arriver sur notre dernière question. Donc on a déroulé un petit peu, on n'a pas fait de la méthode de projet, mais on a commencé par quoi on commence avant de se lancer dans le projet, comment on fait. Donc il y a peut-être un petit peu quelque chose qui relève de ça. Et la dernière question, ce serait de dire aujourd'hui, et c'est Béatrice, c'est à vous que je vais donner la parole en premier, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ferait dire que ça vaut le coup de continuer, quoi, hein? Donc on n'est pas sur une question d'évaluation, mais un petit peu, mais qu'est-ce qui nous ferait dire que oui, ce programme-là, on le maintient, on le continue? On reboucle à la fois avec l'engouement. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose déjà au niveau expérientiel qui nous touche tous. Et puis, du coup, comment concrètement on sait que ça fonctionne, quoi. Derrière, c'est ça. Donc, c'est la question de l'évaluation. Donc là, c'est plus conceptuel. Un petit support. Ça pose la question, il y a deux concepts, la notion d'efficacité et la notion de qualité. La notion d'efficacité, de la démonstration de l'efficacité, je dirais en tant qu'acteur de terrain seul, parce que si après on est en binôme avec une équipe de recherche, c'est autre chose, mais si on est acteur de terrain et qu'on se pose ces questions de qualité, je dirais l'efficacité est plus portée, la démonstration de l'efficacité, ça relève du champ de la recherche.
des évaluations de recherche. Du coup, dans ce tableau, en fait, qui est présenté dans notre dernier chapitre du document long qui va sortir le mois suivant, on met vraiment le paquet sur la séparation entre les évaluations de recherche qui renvoient à des objectifs de production de connaissances, donc les meilleures connaissances possibles et qui nécessitent des protocoles très complexes, donc focalisés sur la production de la connaissance, avec les évaluations de terrain qui n'ont pas ça comme objectif. L'objectif d'une évaluation de terrain est en lien avec l'objectif de l'acteur. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire de proposer, de mettre à disposition, de mettre en œuvre la meilleure intervention possible. Et donc, tout ce qui va être évaluation va être là, non pas pour produire les meilleures données, même si ça peut aller ensemble, mais pas toujours, mais pour aider l'acteur dans sa démarche d'intervention. Donc, ça devrait être pensé comme ça. Donc, les protocoles peuvent paraître proches des fois, mais ils ont une finalité différente et une méthode différente qui est plus simple et qui est du coup beaucoup utilisée dans une logique d'action. Donc, être vigilant sur quoi? Moi, je dirais, sans rentrer dans les détails, il y a déjà tout l'amont. L'amont, c'est avant de lancer, ça, on a du mal en tant qu'acteur, je vois, on veut tout de suite agir. Donc, il y a une grosse phase de conceptuel. Ce n'est pas juste pour penser, c'est de cette phase amont où on va parler justement des critères de qualité, comment on arrive à mettre en œuvre, à construire, à élaborer, à mettre en œuvre la meilleure intervention possible dans notre contexte. Moi, j'aime bien dire aujourd'hui, on n'est pas dans l'urgence. Malgré un sentiment d'urgence, on n'est pas dans l'urgence, dans le sens où on est en prévention, en promotion de la santé mentale, de la santé, dans l'éducation. Et il y a vraiment ce temps d'élaboration qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a ce risque d'être toujours porté par l'action, d'aller très vite et de reboucler. Bon, moi, c'est un peu 20 ans où j'ai l'impression qu'on produit, mais en fait, c'est quoi l'impact qui a eu lieu réellement sur nous en tant que personnes, sur les enfants? Donc, si on faisait le bilan, ça pose quand même pas mal de questions. Donc là, il y a un enjeu de prendre le temps de concevoir. Donc, du coup, avec les critères de qualité, l'idée est vraiment d'aider. C'est-à-dire que là, on a un gros mot, tout le monde ne pourra pas forcément faire de la modélisation et de l'évaluation théorique, mais avec les critères de qualité, on peut faire l'équivalent. C'est-à-dire comment on s'assure que notre intervention répond au maximum à tous les critères. Alors, on a eu des premiers retours. En effet, il y a énormément de critères, ça paraît très exigeant, mais prenons le temps. Prenons le temps, même s'il faut 1 an de plus, pour essayer d'étoffer l'intervention et la mise en œuvre du projet. Donc vraiment en amont. Après, moi, j'insiste aussi, là, j'ai l'impression, comme avec les étudiants, j'en vois, c'est ne lançons rien avant d'avoir testé, quoi. En France, pas en France, en sciences humaines, on a tendance à y aller directement. Dans le marketing, on teste tout. Ce n'est pas juste pour le fun. C'est parce que vraiment, c'est quoi le moment où on va tester? C'est prendre le temps. En fait, on parle beaucoup de prendre en compte le vécu, les représentations de notre public, qu'ils soient enfants, adultes. Mais du coup, ce temps du pilote, du pré-test, permet vraiment de modifier. Nous, en tant que professionnels, on a une représentation. Mais est-ce que les mots, la forme convient? Donc, toutes ces études, tout ce temps où on va questionner, on va mettre à disposition les supports, on va expérimenter de façon à petite échelle, et bien du coup, on va entendre et on va pouvoir à cet endroit après co-construire. Parce que là, c'est un grand mot, mais dans la réalité, ça peut être très puissant, vous le savez. Et puis bien sûr, en aval, on va pouvoir avoir un suivi de quelques indicateurs clés. L'idée est vraiment d'avoir quelques indicateurs clés. Avant de revenir sur les indicateurs qu'on vous propose, pensons aussi à bien objectiver. Alors, on parle d'évaluation de mise en œuvre, mais c'est quoi derrière? C'est d'objectiver de façon quantifiée ce qui a été réalisé. Ça, on a encore du mal. Concrètement, qu'est-ce qu'on a proposé comme intervention? Comment on peut la décrire, la quantifier? Qui en a bénéficié? Mais de façon très concrète. Et avec des études qualitatives, on peut vraiment recueillir le vécu de l'ensemble des parties prenantes. Et si on veut aller sur un suivi, sur une étude plus de résultats, on ne pourra jamais démontrer l'efficacité puisqu'on ne va pas aller sur un protocole complexe avec un groupe contrôle. Mais si on veut s'assurer que
indicateurs, quelques indicateurs clés qui sont poursuivis, qui représentent nos objectifs spécifiques de l'intervention sont atteints, alors on peut utiliser quelques questionnaires. Donc là, on sait qu'on avait un gros problème de mesure des CPS. Donc les chercheurs français s'y sont mis depuis ces dernières années. Et du coup on a quand même le plaisir d'avoir ces instruments. Alors, ils ont toujours les limites des instruments. Hein. Je dirais, maintenant, on les rebalaye à l'aune de la classification et on se dit, en fait, voilà. Il y a le temps de la production d'instruments, puis il y a le temps des concepts, et ça va encore bouger, mais ça a le mérite d'exister. Ça a été étudié, donc il y a des études métrologiques, donc on peut parler d'instruments standardisés, que vous trouverez dans la version longue. Donc là, c'est un instrument pour les adolescents. Et du coup, voilà, vous pouvez passer un instrument standardisé, ce qui vous donne une approximation de l'évolution, et vous suivez ces indicateurs, donc avant, pendant, après, pour voir si en effet déjà au niveau des CPS, il se passe quelque chose. Hein. Là, on a vraiment un enjeu d'obtenir des effets profonds. Donc la première chose, c'est les CPS, et puis si vous avez une échelle de bien-être aussi, voilà, si vous êtes en approche positive, du coup, CPS plus échelle de bien-être, assez simple, hein, il y en a des très simples, et du coup, c'est suffisant, et vous faites ça, et voilà, c'est déjà énorme, et ça vous permet, avec les études, vous pouvez y mettre une étude quali beaucoup plus simple, avec ces éléments-là, de voir si en effet les objectifs d'intervention sont atteints, et de prendre la température par rapport au vécu de l'intervention. Voilà, rapidement. Merci Béatrice. Et Magali, toi, quand tu rencontres les acteurs sur vos territoires, qu'est-ce qui leur donne envie de poursuivre? Ce n'est pas qu'une question d'envie, qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent? Oui, et du coup, ça répond à la question un peu à quoi on peut voir que ça fonctionne. Déjà, quand ils demandent, en fait. Et je pense que ça fait 20 ans qu'ils demandent dans la région ce qu'on a observé, mais qu'on peut observer dans d'autres régions. Donc, du coup, ça nous donne ça nous dit bien qu'il y a des indicateurs plutôt de mobilisation, de satisfaction à se lancer dans des projets qui sont lourds parfois, parce qu'on le disait hier, hein, ça semble lourd, c'est dense, on s'implique dans quelque chose de long, et nous on met l'accent un peu là-dessus. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est que quand les gens qu'on accompagne, on les espace pour accompagner, donc je pense pour que ça puisse continuer, se pérenniser, parce qu'il est là l'enjeu, effectivement, qui nous permettrait, nous, de dire, est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe après notre passage ? Voilà, c'est une manière de poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on observe après notre passage ? Parce que c'est bien d'implanter, et d'aller animer des ateliers, ça répond aussi à des... c'est très efficace, mais comme dirait le résultat du programme en santé à l'école, ça coûte cher. Et en plus, comme tu disais, Béatrice, voilà, de faire appel à un intervenant, c'est intéressant, mais c'est quand même plus efficace quand c'est les adultes en position d'éducation qui, du coup, s'engagent là-dedans. Donc, l'enjeu, c'est de pérenniser. Donc, est-ce qu'on voit que ça pérennise ? Ça pourrait être ça, la question. Alors, force est de constater qu'on voit que ça pérennise, parce qu'au bout de 20 ans, on sent des équipes, et puis avec des phénomènes de passage d'un département à l'autre, où on se retrouve avec des mutations, et quelqu'un qui a été formé là, dans l'autre département, dit « IREPS, on a besoin de vous ». Alors, ça pourrait dire indicateur de non-pérennisation, ils ont toujours besoin de nous au bout de 20 ans. Mais peut-être qu'il faut aller voir plus près. C'est ce que disait en santé à l'école. Ils ont besoin de quoi ? Pourquoi ils font appel à nous alors qu'ils ont été déjà formés ? Parce qu'ils ont besoin d'espace collectif pour continuer à consolider les choses, à revenir à l'essentiel. Parce qu'effectivement, au bout de deux jours, on avait négocié, on a réussi à avoir 12 heures de formation pour les enseignants dans le cadre institutionnel. C'était déjà une première, en fait. Mais vous savez bien, quelquefois, les formations, c'est 2 heures. Donc 12 heures, nous, on était déjà contents. Et en 12 heures, on a vu que ça permettait de faire passer les 7 premières marches, là. Donc c'est quand même pas rien.
Mais ça ne suffit pas. Et donc c'est ça qui, selon nous, un des résultats, mais qu'on observe partout, c'est pour que ça fonctionne, il faut les dispositifs qui permettent aux gens d'y revenir, de faire de l'échange de pratiques, de revenir sur ce qu'ils font, de mutualiser ensemble avec quelqu'un qui va être en position de revenir aux fondamentaux, qui va maîtriser peut-être les éléments du référentiel pour dire mais là, ça correspond bien à ça. Là, sur ce critère de qualité-là, là, on n'est pas très fort. Donc comment on peut faire pour améliorer ce critère-là ? Donc, on dit que ça fonctionne parce que des équipes se mettent en route. Et comme disait Béatrice, il faut leur proposer certainement différentes manières d'entrer dans la danse. Une sensibilisation pour quelqu'un, des programmes qui existent en ligne, ça permet de rentrer aussi dans l'expérience. Puis à un moment donné, on a besoin de la formation pour se poser, revenir aux essentiels. Et puis, on a besoin de temps d'échange de pratiques. Et aujourd'hui, on se retrouve quelquefois surpris. Le dernier exemple qui me vient en tête, c'est dans le dispositif Cité éducative, les parents, le périscolaire, les collèges qui étaient là impliqués. Et moi, je me dis, ils sont déjà en route. Les animations par binôme, le chef d'établissement qui était là, du temps dédié aux élèves pour travailler là-dessus. Et les équipes qui disent non, mais nous, alors dispositif REP+, hein, on n'était pas dans les quartiers, on était plutôt dans des quartiers politiques de la ville, hein, sur le territoire dans la zone autour du Mans, où je suis, et avec des observations. Et donc ça, pour moi, c'est un indicateur de fonctionnement. Mais ça change la vie, ça change notre vie en classe. Et c'est comme si au collège, c'était une petite société, pourtant on est très différents, dans lequel on sent bien que ces ateliers-là, ce temps-là pris sur le travail, sur les compétences psychosociales, ça sert toute l'ambiance dans l'école et dans le collège, malgré toutes nos difficultés. Et nous, on veut faire expérimenter ça aux jeunes, mais ça suppose d'impliquer toute une équipe. Hein. Ce n'était pas une infirmière ou une assistante sociale ou un CPE qui animait tout le... Non, il y avait toute une équipe derrière, organisée par binôme. Parce qu'on insiste beaucoup là-dessus en région Pays de la Loire. On y va, mais en binôme. Et y compris dans l'Académie de Nantes, dans les stages de formation faits par les formateurs. Donc, du coup, il y a bien quelque chose qui fonctionne si les gens en redemandent pour aller installer des choses qui sont un peu lourdes. Et quand on voit que le directeur d'établissement est en jeu, qu'il y a une équipe qui a réfléchi un peu là-dessus, qui a des effets observés, sans utiliser parfois les questionnaires qui donneraient de la densification aux observations, c'est-à-dire le lien là entre théorie et pratique, il est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut encore plus documenter les observations qu'on peut faire et qu'on a, c'est des observations simplement de satisfaction, de mobilisation et que ça fait sens dans la structure. Et pourtant, les gens en redemandent. Donc soit on conclut, il y a un problème, hein, ça va coûter encore cher s'il faut continuer à les accompagner, soit on conclut, ils ont juste besoin d'espace de temps en temps pour être renforcés, puis les équipes se renouvellent. Donc, il faut toujours accompagner. Je pense que là où on en arrive dans la région aujourd'hui, c'est d'essayer d'être... il y a beaucoup de gens qui se mettent en route, et notamment qui se mettent en route dans le milieu scolaire. On vient nous chercher pour aider à accompagner d'autres, à accompagner ces personnes-là. C'est l'enjeu du travail qu'on a avec le rectorat. Et je finirai là-dessus, parce que même là, sur l'accompagnement du rectorat, on pourrait s'arrêter là. Il y a des formateurs qui ont pris le relais, on pourrait dire qu'ils installent des stages de formation, des espaces collectifs au sein de l'institution. Oui, mais les équipes se renouvellent. Oui, ils disent, mais nous, on a besoin de s'expertiser pour continuer à former les autres. Donc, le temps pour accompagner, on se dit, c'est pas maintenant qu'il faut qu'on lâche notre accompagnement auprès du rectorat. Il faut continuer à former les gens, il faut continuer à être là pour qu'ils perdent jamais le cap. Vous savez, je pourrais finir par ça, je reviens là-dessus. Peut-être j'y pense maintenant puisqu'elle est là. Pour jamais perdre le cap de la santé, là, parce qu'il y a tout plein de choses, santé, bien-être, climat scolaire. Jamais perdre le cap de la santé et des critères de qualité qu'a exposé Béatrice ici. Et pour que ça fonctionne, il faut des gens, certainement, qui puissent être les garants du respect de ces critères-là. Alors, il se trouve que dans les régions, parfois les IREPS, avec l'expérience qu'ils ont aussi cette possibilité-là ou pas, mais d'assurer ce travail de garantie des différents rails pour ne pas perdre le cap de la santé et du bien-être des jeunes.